Le marché est plus puissant que tout. Un mauvais entrepreneur sur un très bon marché va mieux réussir qu'un excellent entrepreneur sur un marché moyen. Quand tu veux faire péter un projet du grand public, la question c'est déjà d'abord et avant tout, quel projet en fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comment ce projet-là je le fais péter auprès du grand public. C'est quel projet je construis pour qu'il pète auprès du grand public. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle édition d'Esprit Entrepreneur. Aujourd'hui, nous interviewons Valran Moulet-Berthaud. Valran, c'est quelqu'un qui a un parcours incroyable. À peine sorti des études, il décide de se lancer dans l'entrepreneuriat en fondant plusieurs entreprises avec des associés dans le domaine de l'événementiel. On faisait des événements pour les écoles, on faisait des événements pour les entreprises et avec l'argent qu'on gagnait, on les réinvestissait sur nos propres concepts. Après plusieurs années d'expérience entrepreneuriale, il décide de fonder un nouveau projet qui s'appelle Le Crayon. Le Crayon, c'est un média qui a pour vocation à rassembler des jeunes pour débattre de sujets politiques. En 3 ans seulement, ce média est devenu le premier média de débat des jeunes et cumule aujourd'hui plus d'1 million d'abonnés sur tous les réseaux sociaux confondus. On a juste vraiment posé 3 cams et foutu 2 personnes pas d'accord en face. C'est vraiment littéralement ce qu'on a fait au début. Dans cette vidéo, Valran va vous expliquer comment est-ce qu'il fait pour faire exploser des projets auprès du grand public. Valran, c'est quelqu'un qui est également derrière le projet Élise, une application qui permet de savoir pour qui voter. 3,6 millions de téléchargements, je pense quand même que ça a dû rapporter un peu d'argent. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a été derrière le projet de la Founders Night, un rassemblement d'entrepreneurs. Il a également été derrière le projet Clubs, qui est le futur du Discord pour les entrepreneurs. Valran Moulet-Berthaud, c'est maintenant et c'est sur Esprit Entrepreneur. Nous, on est vraiment passionnés. Je pense que tout part en fait vraiment de là, tu vois. On est des dingues de YouTube, on est des dingues de l'économie d'Internet en fait. Et on a vécu et on a été bercé par d'abord les youtubeurs humour, après les youtubeurs vulgarisateurs. Moi, ça a été ceux qui m'ont beaucoup parlé. Et après, au fur et à mesure que la plateforme se développait, tu as eu de plus en plus de concepts très poussés, que ce soit Squeezie, McFly et Carlito, Hugo Décrypte qui a monté même tout un média et multi-channel network autour de ça. Et nous, ça qui nous inspire vraiment. Et c'est aujourd'hui là-dessus qu'on a voulu aller. Et en fait, la question qu'on s'est posée, c'est comment derrière on développe tout un écosystème et tout un business, tu vois. Et ça, après, on a du coup monté 2 agences qui aujourd'hui qui sont Le Pinceau et le Surligneur, qui nous rémunèrent en grande partie, qui une bonne partie de notre rentabilité. Et en fait, toute l'idée, nous, aujourd'hui, c'est de construire vraiment un groupe média sur le digital, c'est-à-dire en fait avec des médias, des agences et en fait avoir tout un écosystème qui permet d'avoir une proposition de valeur orientée autour du contenu, du grand public, de l'image de marque et de l'influence en fait. Et on pense que plus on va fonctionner en écosystème, plus chaque petit domaine qu'on traite, on sera de meilleur en meilleur parce que c'est des domaines qui sont très voisins, très cousins en fait. Donc en fait, si tu traites celui du personal branding, t'es généralement pas très loin du branding de marque. Si t'es pas très loin du branding de marque, t'es pas très loin de l'influence. Si t'es pas très loin de l'influence, t'es pas très loin de l'intelligence économique. Donc tu peux réussir à faire tourner comme ça. Et nous, la manière de le faire, c'est nous d'essayer d'aspirer le plus possible de connaissances dans ces différents domaines et après derrière, comme tout entrepreneur, de recruter les meilleurs pour les exécuter. Exact, eh bien merci, super résumé de ce que tu as aujourd'hui. Tout ça, ça ne s'est pas créé en un jour. Valran, aujourd'hui tu as 25 ans. J'aimerais que tu nous dises un petit peu de ta première expérience entrepreneuriale à aujourd'hui, un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as eu cette volonté d'entreprendre et voir un petit peu ce que tu peux nous dire. Alors le premier truc, c'était même pas un vrai projet, c'est juste, je vendais des coques d'iPhone. Il y avait un magasin de coques d'iPhone en bas de chez moi qui vendait des coques à 12-15 balles. Et en fait, j'ai vendu une des coques de ce magasin-là qui n'allait plus à mon iTouch. C'était même un iTouch à l'époque, c'était vraiment... Je devais avoir 13 ans, ça date, hein. Et j'ai revendu cette coque-là qui m'avait coûté, je sais pas, 15 balles, je l'avais revendu 25 € à un ami. Et là, j'ai eu un déclic que, en fait, je peux le vendre plus cher que le magasin. Parce que lui n'est pas au courant du magasin. Et donc en fait, en creusant un peu, je suis allé mettre ces coques d'iPhone du coup sur eBay et sur Le Bon Coin. Et puis c'était pas des volumes énormes, mais t'avais peut-être 1, 2 ou 3 coques qui partaient par jour, tu vois. Et donc du coup, au début, moi j'achetais du stock, puis en fait j'ai compris que j'ai même pas besoin de stock. Et donc en fait, je vendais les coques sur internet et puis je les achetais au magasin pour les poster après derrière, tu vois. Mais c'était pas des coques très standards, hein. C'était des trucs avec pas mal d'imaginaire, il y a beaucoup de trucs de pop culture, il y avait des coques Batman, il y avait des coques Marvel, il y avait des coques Star Wars, enfin c'était un truc très pop culture. Et ça, c'était vers quel âge à peu près? Ça, j'avais 13-14 ans, tu vois, en fait. Et j'ai compris ça à cet âge-là. C'était pas du tout des sommes énormes, hein, c'était quelques centaines d'euros par mois, mais ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier de je suis bon dans autre chose que l'école, qui était un truc avec lequel j'étais pas très à l'aise, tu vois. J'étais pas mauvais en classe, mais je sentais que j'étais pas bien dans l'école, tu vois. Et donc après, en continuant un peu mes petits trucs comme ça, j'ai un ami qui me propose de rejoindre une agence d'événementiel en création qui s'appelle WRTP. Et donc du coup, j'ai pris un tiers des parts et en fait, on s'est structuré comme ça. Et on a monté du coup cette agence d'événementiel. On faisait 3 trucs. On faisait des événements pour les écoles et les associations étudiantes. On faisait des événements pour les entreprises. Et avec l'argent qu'on gagnait, on les réinvestissait sur nos propres concepts. Assez basique comme truc. On a revendu la boîte 2 ans et demi plus tard.
heureusement qu'on l'a fait d'ailleurs, parce qu'on s'essoufflait complètement et on commençait à en avoir marre, donc je pense qu'on l'aurait fermé peu de temps après. Après, je monte une agence de community management avec mon ex, ça devient mon ex, donc on ferme la boîte. Et là, en gros, j'arrive moi au stade où je sais comment gagner de l'argent, gagner des clients, je sais comment développer une boîte et développer des revenus, mais je n'ai jamais vraiment fait un truc qui me fait kiffer en termes de passion. L'événementiel, j'adorais parce qu'en termes de statut social, c'était incroyable parce que comme tu contrôles l'entrée d'une boîte de nuit, t'es tout de suite très stylé dans les yeux des gens, tu vois, puis on gagnait pas mal notre vie pour des gamins de l'époque, tu vois. Donc on avait ça nous mettait bien d'un point de vue socio-professionnel, tu vois. Le community management, on n'avait pas besoin de travailler beaucoup pour pouvoir délivrer de la valeur et que nos clients soient contents, donc en fait c'était assez chill comme job. Puis en fait, t'arrives à un stade où en fait tu ne fais rien d'autre que contenter des clients. Donc ton truc n'a pas d'impact, ça n'intéresse personne ce que tu fais. Et non pas que j'avais la prétention de vouloir intéresser les gens, mais c'était plus que j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui était impactant comme d'autres gens m'avaient impacté, tu vois, comme des youtubeurs m'avaient impacté, comme des histoires de films m'avaient impacté, enfin tu vois. Et ce truc-là, j'avais ultra envie de le mener, et donc du coup on est arrivé, Sixine qui me dit en fait il faudrait qu'on monte un média politique, et puis là on se dit tiens on va monter vraiment un média de débat. Et c'est là que le Crayon est né. Et en fait tout le but de ça c'était de pouvoir réussir à construire une entreprise qui a de l'impact sur les gens, mais qui soit toujours dans un objectif d'être une entreprise rentable, une entreprise qui se développe, une entreprise en croissance, parce que nous on croit à cet entrepreneuriat-là. Et surtout que ce qui se fait en général du coup au niveau des médias, c'est qu'on sait que c'est un peu difficile du coup d'arriver à gagner sa vie. Alors comment vous arrivez dans le marché comme ça en disant on va vraiment essayer de faire un truc où tu as déjà je sais pas combien de personnes qui sont déjà acteurs de ce truc-là, et on va vraiment essayer par contre là de faire un truc qui peut être entre guillemets rentable. Mais nous on était assez naïfs au début pour le coup, on était persuadés que si jamais on faisait un truc qui marchait, on gagnerait de l'argent. On savait pas combien, on savait pas sur quel marché on débarquait, on savait pas comment, on n'avait aucune idée de tout ça. On n'a pas du tout fait ça de manière prévue, ou de manière avec un business plan, ce que tu veux. On a juste vraiment posé 3 cams et foutu 2 personnes pas d'accord en face. C'est vraiment littéralement ce qu'on a fait au début. Puis après, on a bossé comme des dingues. On a eu des revenus d'opportunité, mais comme vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire on a fait de la prod, on a fait de l'édito, on a même fait quelques pubs, je vous montrerai si ça vous amuse, tu vois. Grave. Et après, on a commencé vraiment à se développer et à comprendre là où est-ce qu'on pouvait gagner de l'argent en tant que du coup prestataire sur des domaines où on était encore plus experts, plus spécialisés, donc on pouvait encore plus marger, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé le surligneur et le pinceau, notamment parce que des amis nous ont demandé de le faire pour eux. En payant en prestataire, hein. Mais on l'a fait, on l'a très bien fait et on l'a fait très peu cher. Beaucoup de nos amis ont dit vous auriez pu le faire facturer x5, on est en mode d'accord, on s'est noté. Merci, ouais. Merci de le dire, et donc du coup c'est exactement ce qu'on a fait, tu vois. Mais c'est encore aujourd'hui, c'est difficile, encore aujourd'hui on se bat pour aller conquérir des clients et tout, mais c'est juste que maintenant on sait exactement où on va et comment on y va. Ce qui n'était pas le cas quand on s'est lancé il y a 3 ans. Et je pense qu'il y a énormément de gens, ils vous raconteront l'histoire a posteriori de à quel point ils avaient tout prévu. Beaucoup, ils ont pas tout prévu. Ils ont juste lancé un truc sur un ultra instinct et après ils se sont dit bon, on verra comment on se démerde, tu vois. Mais nous, on était convaincus qu'à partir du moment où tu as la passion, à partir du moment où tu es vraiment animé par ce que tu fais, à la fin de l'histoire, c'est là que tu peux vraiment réussir à tenir plus longtemps que les autres. Et si tu tiens plus longtemps que les autres, il se passe 3 choses absolument magnifiques. La première, c'est qu'au fur et à mesure de travailler dessus, tu deviens vraiment très très bon, même si tu l'étais pas au début. La deuxième, c'est que tu engranges une quantité astronomique d'informations, y compris dans d'autres domaines qui te permettent d'avoir de nouvelles idées. Et la troisième chose, c'est que en te plantant 10 fois, tu as quand même beaucoup plus de chances que la 11e fois tu aies raison, tu vois. Ça a mis combien de temps avant de réellement marcher, de réellement générer des revenus ? Parce qu'au début, c'était un petit peu des revenus opportunistes, hein, comme toute startup qui démarre, tout projet même qui démarre. Quand est-ce que tu as vraiment été rentable sur le média et quand est-ce que tu as vraiment été rentable de manière générale? Et puis je pense que juste par rapport à la question de Clément, c'est surtout peut-être une question du coup de c'est quand vous êtes structuré, peut-être c'est peut-être ça. Nous on s'est structuré en tant qu'entreprise, avant on se faisait passer ça sur les auto-entreprises de chacun. On s'est structuré en tant qu'entreprise 1 an et demi après avoir publié la première vidéo du Crayon sur YouTube, tu vois. On va dire 1 an après de s'être vraiment structuré en média, on s'est structuré en tant qu'entreprise. Et nous, on s'est payé peut-être 2 ans après la création du média, tu vois, en vrai. Donc ça a mis quand même beaucoup de temps. Il y avait Jules et Sixtine qui étaient encore en études, Antonin et moi qui avions pris une année blanche pour voir où est-ce que ça nous menait. Enfin, on s'était foutu une deadline qu'on a réussi à respecter, de peu, faut être franc, mais qu'on a réussi à respecter. Et aujourd'hui, on est vraiment content d'avoir poussé le truc jusqu'au bout. Mais tout prend du temps. Moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai parfois beaucoup de mal avec certains contenus sur l'entrepreneuriat en ligne et tout. C'est parce que si tu veux construire un truc qui te dépasse, ça prend de toute façon du temps. C'est évidemment beaucoup plus rapide de créer de l'argent en tant qu'on va dire
devenir que freelance ou que solopreneur dans un domaine. Tu gagneras beaucoup plus vite, beaucoup plus vite et beaucoup mieux ta vie, à court terme en tout cas. Après, si tu veux construire quelque chose qui te dépasse, tu es obligé de mettre les efforts au début, qui sont d'ailleurs des efforts correspondant à l'argent qu'une levée de fonds te permet de ne pas avoir en fait. Parce que la levée de fonds que tu fais, que nous on n'a pas faite au début, c'est justement en fait ce temps où tu te payes pas, où tu galères, c'est le temps que la levée de fonds soit te fait gagner, soit te fait passer en étant payé ou en étant dans des bonnes conditions. Donc en fait, c'est juste ça. Et dans les médias, c'est d'autant plus vrai que la majorité, même l'écrasante majorité des médias digitaux lèvent avant de se lancer. Parce qu'ils savent très bien qu'avant d'atteindre un certain cap d'abonnés, de toute façon, tu vas pas gagner d'argent, tu vois. Moi, il y a quand même quelque chose que du coup, je voulais revenir avec toi, parce qu'avec Clément, dans ton parcours, on sent qu'il y a quelque chose. On sent que l'histoire que tu crées, en fait, tu la crées pas tout seul. Ouais, tu la crées toujours avec des gens. Explique-nous pourquoi cette histoire, t'as pas envie de l'écrire tout seul. Parce que c'est pas marrant, quoi, la vie tout seul, en vrai. Enfin, moi, c'est beaucoup comme ça que je le vois. Hein. Parfois, beaucoup de gens font des calculs business et je pourrais réussir à vous le rationaliser d'un point de vue business. Si on est plusieurs, on a plus de compétences. Si jamais on est plusieurs, on a plus de gens pour ramener de l'argent. Si on est plusieurs, on sera plus entouré au moment où ça sera dur. Mais en fait, la réalité, c'est surtout que si on est plusieurs, il y aura plus de blagues au quotidien, quoi. En fait, il y a un moment où il faut aussi revenir sur Terre. Moi, je crois beaucoup, en fait, tous les grands discours de Simon Sinek que moi, à titre perso, j'aime beaucoup, qui est de se dire, en fait, le meilleur joueur, c'est le joueur qui reste le plus longtemps dans le jeu. C'est pas le joueur qui gagne, parce que s'il gagne, c'est dans quelle temporalité, c'est selon quels critères, c'est dans quelle industrie. En fait, c'est très compliqué. Là, par exemple, typiquement, je prends l'exemple de Apple, c'est souvent un exemple qui est revenu chez ce gars-là. Mais Apple, là, ils vont se lancer dans les publicités. Donc Apple, c'est quoi? C'est une boîte de hardware, c'est une boîte de ads, c'est une boîte de technologie, c'est une boîte de software. C'est très difficile de le quantifier. Donc c'est les premiers en quoi? C'est les premiers en cash flow, c'est les premiers en capitalisation boursière. Ok, mais pendant combien de temps? Pendant 1 an, pendant 5 ans, pendant 10 ans? Alors qu'en fait, la vision de Simon Sinek que moi je partage beaucoup, qui est Apple, c'est surtout une année de plus en croissance et avec des bénéfices. Et chaque année, c'est ça. Depuis X années, quoi. Depuis X années. Et c'est ça le truc, c'est plus tu restes dans le jeu. Et quand tu es plusieurs, comme c'est notre cas, c'est beaucoup plus facile parce que tu as tellement de choses marrantes à travailler. Moi, là, pour prendre l'exemple juste de hier, en fait, on a travaillé sur un concept d'Antonin de vidéo qui n'est pas mon concept, qui n'est pas le concept du crayon, qui est le concept d'Antonin. Mais du coup, le lendemain, on va travailler peut-être mon concept. Et en fait, ça fait tellement de choses différentes à voir. C'est passionnant, en fait. C'est véritablement ça, en fait, ce qui nous motive. Et moi, c'est un truc que je recommande à beaucoup de gens qui veulent pas se lancer, qui ont peur de se lancer ou qui sont dans des paradigmes beaucoup plus craintifs, tu vois. C'est de le faire à plusieurs et de le faire d'abord, avant tout, avec des gens... des gens aussi acharnés que soi, aussi passionnés que soi et aussi fun que soi, quoi, en fait. Et là, tu crées vraiment un quotidien que tu as envie de défendre. Tu crées un quotidien où tu es content de te lever le matin, tu vois. Et je pense que tu as aussi un côté où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sentent vraiment seuls. Ceux qui entreprennent soit en mode solopreneur. Il y a peut-être très certainement un côté d'état d'esprit où tout le monde n'est peut-être pas fait pour entreprendre à plusieurs, tu vois. Ouais, mais il y a quand même un côté où quand tu es plusieurs, tu as le côté où, comme tu le dis, c'est plus facile au quotidien. Et comme l'entrepreneuriat, c'est un combat qui se fait dans la durée, à mon avis, ça reste un bon pari, quoi. Ouais, puis même vous, le déplacement que vous avez dû faire de La Rochelle, tu vois, quand tu y réfléchis réellement, vous l'avez fait à 2. Donc ça veut dire qu'en fait, on passe d'un voyage seul en train avec des valises trop chiant à un même voyage où tu discutes avec ton associé, tu t'amuses, il y a des blagues, il y a un bon souvenir, ça se trouve, il va vous arriver une histoire de dingue, vous allez pouvoir vous la raconter à 2. C'est pas du tout la même chose que si vous êtes tout seul. En fait, ça change absolument tout. Et nous, en plus, à 4, donc imagine le nombre de possibilités de blagues. Bien sûr, et avec aujourd'hui, du coup, tout, même l'écosystème que vous avez créé. Oui, bien sûr, et puis maintenant, on est même 15 dans l'équipe et tout, donc ça se développe comme ça, tu vois. Quand est-ce que vous avez ressenti le besoin, justement, de prendre quelqu'un pour commencer à vous aider à faire de l'opérationnel, de la gestion de projet, etc. Quelles ont été les grosses étapes de croissance et de recrutement, en fait? Assez tôt, on a commencé à recruter au moment où on a créé l'entreprise, on se payait même pas encore à l'époque, tu vois. Okay. Et on a recruté Mathilde, qui du coup aujourd'hui est notre directrice de prod, mais qui a commencé par être juste monteuse au crayon. On a recruté Manon, qui est aujourd'hui notre manager général, mais qui à l'époque était manager un petit projet annexe qu'on a fermé. Et en fait, toutes ces personnes-là sont arrivées au fur et à mesure, au compte-gouttes. Et en fait, c'est surtout des gens qu'on a beaucoup fidélisés. Il y a la majorité des gens qui sont au crayon sont là depuis quand même, pour le côté récent de notre boîte, quand même depuis assez longtemps. Et nous, on construit toujours dans cette même logique collective de tenir longtemps. On se construit beaucoup avec les mêmes personnes et on veut se construire avec les mêmes personnes. On adore cet esprit-là. Après, en termes de chiffres, on a fait 500 000 € sur le premier exercice. On vise de faire 1 million cette année. Pour l'instant, on est dans les temps.
Peut-être qu'on lèvera des fonds, c'est encore une question qu'on se pose aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés en tout cas pour le faire. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Nous, à la base, on était très radical sur la question en se disant on va bootstrap, c'est notre culture et tout. Puis en fait, on se rend compte que c'est probablement un comportement en fait immature que de raisonner comme ça. Et que la définition même du fonctionnement de l'économie capitaliste, c'est de réussir à avoir le plus grand volume d'argent au meilleur prix en fait. Et que cet argent-là, si tu es un bon entrepreneur, normalement, bah en fait, on te file 1, il en sort 2. On t'en file 1, il en sort 5. Donc en fait, normalement, plus on te file de 1, plus il en sort de 5, tu vois. Et c'est aujourd'hui, nous, le paradigme dans lequel on est de plus en plus en train d'évoluer, et de vraiment, comme je dis, de structurer en groupe média, c'est-à-dire en fait avec une boîte qui a en tout et pour tout entre 4 et 6, 7 activités différentes, et que ces activités-là, elles soient processisées dans des petites équipes qui fonctionnent en écosystème. Et donc c'est ça, en gros, nos 2 challenges aujourd'hui. Le premier, c'est constituer ces petites équipes de brutes épaisses qui permettent de fonctionner à pas beaucoup, donc t'as pas beaucoup besoin de management, t'as pas 10 niveaux de hiérarchie, c'est extrêmement dynamique. Et en même temps, des systèmes, des systèmes de collusion entre nos différentes boîtes pour permettre de faire en sorte de créer plus de valeur pour nos clients, pour notre audience, pour notre boîte, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, ça va être de se dire, typiquement, tout ce qu'on réussit à créer, par exemple, sur les influenceurs dans notre agence d'influence, tu vois, bah, tous ces gens-là, ça fait potentiellement des invités aussi pour le média, qui en font potentiellement aussi des clients pour notre agence de personal branding. Donc, en fait, sur une personne à qui on parle, ça peut être quelqu'un qu'on paye pour faire de l'influence, quelqu'un où il y a échange de bons procédés parce qu'on lui met de la visibilité, nous met de la visibilité, et quelqu'un qui nous paye pour qu'on l'aide à avoir encore plus de visibilité sur la même personne. Et je le dis parce qu'il y a 2-3 personnes à qui ces 3 trucs-là sont littéralement arrivés. D'accord. Voilà, je les citerai pas pour des questions de NDA sur le surligneur, mais il y a des personnes là, notamment des influenceurs business, qui ont fait les 3, qui sont passés dans le média, qu'on a payé pour des campagnes d'influence et qui nous ont payé pour les aider sur leur personal branding. Est-ce que tu peux nous remontrer un peu le panel aujourd'hui de tout ce que représente le crayon? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Aujourd'hui, le crayon, c'est 3 choses. C'est le crayon, premier média de débat des jeunes. Donc aujourd'hui, en comptant les fondateurs, quasiment, enfin c'est un peu plus d'ailleurs d'1 million d'abonnés. Et là-dessus, on gagne de l'argent en faisant de la production audiovisuelle, du brand content et de l'édito pour d'autres médias. Et on a Le Pinceau, qui est une agence d'influence, de création de contenu et d'intelligence économique. Là, en gros, on conseille et on opère pour des grandes boîtes pour les aider à mieux comprendre notre génération et à mieux toucher notre génération. Et Le Surligneur, c'est une agence de personal branding et de relations presse pour les entrepreneurs, avec un seul objectif, faire de nos clients les leaders auprès du grand public sur leur thématique. Très simple. Et c'est par le levier de la presse et des réseaux sociaux. Et du coup, à partir justement de ces trois pôles, ils ont été créés quand? Ils ont été créés en même temps, tous ces... Non, le crayon c'est le plus ancien, c'est celui par lequel on a commencé. Le surligneur, c'est arrivé il y a 1 an là aujourd'hui, un peu plus d'1 an aujourd'hui. On a commencé en s'occupant de la relation presse des For Unite, des plus grosses soirées d'influenceurs de France. Et c'est en fait en ramenant à ces soirées-là, Combini, Brut, TF1, qu'on s'est rendu compte qu'en fait on avait la capacité de faire des trucs assez cool, tu vois. Et c'était d'ailleurs renforcé par Élise, on a fait beaucoup de contacts avec les médias à la période de Élise. Ah, donc c'est vous qui avez créé Élise? Or, c'est nous qui avons co-créé Élise, parce qu'il y en était 4 associés, il y a même une équipe de bénévoles de Grégoire. Mais là-dessus, on a réussi à créer beaucoup de contacts de RSES. Et Le Pinceau, ça date globalement, on va dire, de 6 à 9 mois. Même si on le faisait déjà au nom du crayon, on le faisait que quand on nous le demandait. Et là, on l'a vraiment structuré pour le commercialiser et en faire des offres claires, quoi. Ok, donc en fait, c'est un petit peu à partir du crayon, tu t'es rendu compte que tu pouvais résoudre des problèmes, et ces problèmes, tu t'es rendu compte que le fait de les résoudre avait de la valeur, et que tu avais une équipe pour ça, donc vous avez structuré au fur et à mesure, quoi. Et avec un gros danger d'avoir la même marque. Tout le but aussi d'avoir vraiment séparé ça, c'est aussi de séparer les marques. Parce que j'ai pas envie que le crayon soit considéré comme autre chose qu'un média. Le crayon, c'est un média. Ça sera aussi probablement le nom du groupe, au jour où on aura beaucoup d'entités, mais c'est un média, le crayon, comme Le Monde, comme le Hugo Décrypte, comme Le Figaro, comme Brut, c'est un média. Et après, Le Pinceau et Le Surligneur sont des agences. Et j'ai pas envie que le surligneur s'appelle Le Crayon RP ou que le Pinceau s'appelle Le Crayon Influence. Sinon, ça aurait dévalué la marque du média. C'est vraiment l'importance du coup pour toi de... C'est le plus important, même de tout. J'ai envie que le crayon puisse être une bannière solide et fiable pour les gens. J'ai envie que les gens se disent ça sort du crayon, c'est sérieux. Alors que si jamais ça avait été dans l'agence d'influence, les gens auraient pu suspecter que c'est biaisé. Ça l'aurait pas été parce qu'on aurait bien fait notre travail, mais ils auraient pu suspecter. Et je voulais qu'il n'y ait aucun doute dans la tête des gens. C'est vraiment important en termes d'image de marque, c'est vraiment important en termes de confiance que les gens ont dans ce qu'on fait, qu'il n'y ait justement aucun doute à ce niveau-là. Et tu as aussi un côté où le jour où tu veux revendre, je sais pas, le surligneur, mais où tu continues de faire le crayon,
comment tu fais, tu vois. Ouais, complètement. Parce que juste, est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? On nous a toujours dit, quand tu crées une boîte, pense déjà à la revente de cette boîte. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Oui et non, oui et non. Je suis d'accord sur le principe que, en tout cas, plus tu te comportes comme si tu voulais la vendre, en fait, paradoxalement, mieux tu la gères. Parce qu'en fait, si tu la gères pour que quelqu'un d'autre puisse l'utiliser. Donc tu la gères de manière beaucoup plus automatisée, de manière beaucoup plus évidente. Tu renonces à un petit contrat court terme et qui va te prendre beaucoup de temps pour te permettre d'aller négocier. Enfin, tu gères mieux ta boîte quand tu as ce prisme-là. Ça, j'en suis convaincu. En revanche, je ne crois pas qu'il faille forcément être depuis le jour 1 dans ce paradigme. Ouais. Je pense que c'est plutôt quand quelque chose fonctionne que tu dois commencer à te dire comment ça peut fonctionner hors de chez nous. Et c'est là où tu passes à une autre étape. Tu as l'étape de il faut que ça existe, puis il faut que ça convainc les gens, puis il faut que ça se stabilise. Et c'est une fois qu'on te dit il faut que ça se stabilise que là tu te poses la question de il faut que ça se systématise. Tu vois? Et c'est là où en fait tu te poses vraiment la question de et si jamais un jour on revend. Mais avant, pour moi, tu peux si tu veux, mais ce ne sera pas très game changer. Enfin, ça sera pas énorme. Enfin, c'est mon avis sur le truc. Ouais, surtout que nous, on n'exclut pas un jour de revendre le crayon, mais ça ne sera pas avant 10 ans, quoi. C'est vraiment. Non, mais c'est pas le but aujourd'hui, parce que du coup, le crayon vous apporte peut-être beaucoup d'autres choses, justement, plutôt que juste cette. Oui, et puis on adore. Enfin, aujourd'hui, aujourd'hui, si je vendais le crayon, ce serait pour refaire le crayon. Donc, à un moment, ça n'a aucun sens, tu vois. Enfin, tu vas pas sacrifier ton bonheur pour de l'oseille, alors que ce même bonheur peut te rapporter quand même de l'oseille lui aussi, tu vois. Bah écoute, du coup, voilà, par rapport à cette on va dire petite partie, j'avais une dernière question à te poser. Cette question, elle vient de mon ami Alec Henry, de notre ami, du coup, vu qu'on le connaît tous, qui, lui, selon sa vision de l'entrepreneuriat, quand il aide justement des boîtes à vraiment monter, il est dans ce paradigme où, et surtout, il est dans cette voie où ce qu'il dit, c'est prends un produit, vraiment, et monte-le vraiment à 100 000, 200 000, 300 000 euros tu vois, de chiffre d'affaires. Et moi, ce que je vois plutôt avec le crayon, c'est plutôt que tout de suite, avec vos différentes agences, vous avez tout de suite plusieurs produits. En fait, votre écosystème, on va dire, de ce que vous pouvez proposer, ce que vous pouvez vendre, est déjà assez large. Versus, du coup, peut-être utiliser juste un produit et le mener à fond. Tu vois, c'est quoi un peu ta vision Je pense qu'il a complètement raison si jamais ton but principal, c'est de percer vite et de percer fort. Okay. Je pense qu'il a complètement raison sur le principe. Parce qu'en fait, tu as deux méthodes. Tu fais exactement ce qu'il dit Alex. Tu montes un produit et une fois que celui-là est fort, tu diversifies. Avec le risque de te planter sur ta diversification et d'avoir en fait un cap et de ne pas pouvoir bouger au-dessus. Soit tu te diversifies dès le premier jour ou dès les premiers jours. Et là, en revanche, ça met beaucoup plus de temps à émerger. C'est pour ça qu'en vrai, le crayon, ça fait 3 ans qu'on a vraiment lancé le crayon. Donc, quand tu regardes aujourd'hui, on est 15, on va faire 1 million cette année. C'est pas non plus, je sais pas, t'as des success stories beaucoup plus dingues que la nôtre, tu vois. Et bravo d'ailleurs à ceux qui sont les acteurs de ces success stories-là, tu vois. En revanche, nous, on se pose la question de, à horizon 5 ans, à horizon 10 ans, où est-ce que nous, on en est par rapport aux autres? Et là, pour le coup, je suis très curieux. Parce que moi, je crois beaucoup à notre vision, pour le coup, sur le très long terme. Mais ça dépend toujours du temps que tu as. Moi, j'ai toujours été éduqué dans le temps long. Et pourtant, je suis impatient, donc il y a un paradoxe. Mais j'ai toujours été éduqué dans le temps long parce qu'il y a cette phrase que d'ailleurs un entrepreneur nous a dit, même dans cette même pièce, que j'adore, qui est Maxime de Couessin, qui a dit tout ce qui se construit sur le temps n'y résiste pas. Et nous, on crée le crayon pour que ça existe après notre mort. Et c'est ça, en gros, la vision. Et donc, pour faire ça, on est beaucoup moins stressé ou pressé d'avoir fait péter un produit ou un autre. Si jamais on fait 20% de chiffre d'affaires de moins cette année parce qu'on n'a pas fait cette méthode-là, c'est pas grave. Tant qu'on fait 20% de chiffre d'affaires de plus dans 5 ans, en fait, ça nous donnera raison. C'est toujours la question de à quel moment tu fais ton unité de mesure. C'est vraiment la temporalité de l'unité de mesure, c'est vachement important. Parce que tu as des gens, ils ont construit un truc, ils ont développé un peu un produit dans leur garage et tout, ils vont le lancer au marché. S'ils le lancent au marché et qu'ils se plantent, au final, ils ont levé, je sais pas, 500 000 balles et ils ont une boîte qui vaut 2 millions. Si jamais ils ont levé 500 000 balles et que ce produit-là fonctionne, là, pour le coup, ils ont une boîte qui en vaut 20. Sur une année. Sur une année, ils passent de 2 à 20. Oui. Ou de 20 à 2. Donc c'est pour ça que je te dis, l'entrepreneuriat n'est pas du tout linéaire. C'est pas votre vision du truc. Non, en fait, c'est juste que c'est pas linéaire. C'est-à-dire que Alex, c'est la meilleure méthode si jamais ton but, c'est de réussir à créer une entreprise rentable. Complètement, c'est la meilleure méthode. Mais sauf qu'en fait, nous, notre prisme, il n'est pas sur le fait de créer l'entreprise rentable la plus rapidement possible. C'est de la rendre la plus rentable possible à terme. Ce qui n'est pas du tout le même modèle. C'est-à-dire que lui, il a un modèle de dès le début, là, nous, on a un modèle de à la fin, quoi, en gros. En fait, moi, juste ce que je kiffe quand, tu vois, on parle de recrutement, etc. C'est, j'ai un peu l'impression de me croire du coup dans un jeu vidéo
où tu sais, tu commences au level 1 et tout, et ok, t'hésites, t'as le choix entre un bouclier, une épée, et du coup, tu sais, Exactement ça. Du coup, tu sais pas quoi acheter. Et du coup, là où je pense qu'on a la même vision, c'est le fait de dire, le gars, du coup, qui fait une levée, en fait, on lui donne tout. Il arrive directement et en fait tu lui donnes déjà tout l'équipement et déjà, il est déjà prêt et il part au combat et le mec il a pas perdu une seconde, tu vois. Alors que nous... Oui, mais ça veut pas dire qu'il est capable de se battre avec ses stuff. Et il perd de l'argent pendant qu'il sait pas se battre avec ses stuff. Faut pas oublier ce truc-là. Et je sais plus qui avait dit cette phrase, mais c'était le fait de dire, en gros le gars il prend un ascenseur et quand tu arrives au niveau 1, tu as les problèmes du niveau 1, tu vois. Mais quand tu arrives au niveau 10, tu as les problèmes du niveau 10. Et l'objectif c'est que tu progresses quand même pour évoluer en termes de problèmes que tu as. Et le gars qui arrive directement au niveau 10, mais qui a jamais eu le problème niveau 1, dès qu'il arrive, tu vois, directement à son étage, il va directement rencontrer un problème, mais ultra puissant, mais auquel, justement, il n'a jamais été confronté. Et en fait, ça le tue. Mais c'est cool, c'est exactement ça. C'est très bien schématisé. Moi, je suis pas un grand gamer, mais j'ai un peu joué et je vois les choses de la même manière. Mais sinon, je trouve ça... D'ailleurs, je pense que les jeux vidéo sont simplement inspirés de logique de la vraie vie pour pouvoir faire monter en compétences. Moi, je vois souvent ce truc dans les Sims. Je sais pas si vous aviez déjà joué aux Sims. Où t'avais les barres de compétences dans un domaine, tu vois. En vrai, tu pourrais schématiser la même chose dans la vie, tu vois. Les barres que t'as pour en jouant au piano, en faisant du sport, en cuisinant, enfin, tu vois. Après, j'ai envie de te dire, t'es un peu dans une zone aussi où le monde a un côté méga bordélique, tu vois, et t'as aussi un côté où de temps en temps, tu te retrouves dans des zones où t'as des gens qui sont autant débutants que des gens qui sont autant là depuis des années, bien plus forts que toi, et que du coup, t'es là en mode coucou, hop. Mais bon, après, c'est le côté où, dans les jeux vidéo, le but c'est de taper les autres, mais dans la vraie vie, tu as quand même un côté où on est tous humains et où quelqu'un qui voit une autre personne qui débute, mais même si ça pourrait être un concurrent potentiel, il va avoir potentiellement envie de l'aider, tu vois, plutôt que de lui foutre sur la gueule. Nous c'est ce qu'on défend. Nous, c'est ce qu'on défend. On croit qu'il y a une compétition entre Apple et Samsung. On ne croit pas qu'il y ait de compétition entre un média digital à 1 million d'abonnés et un média digital à 5 millions d'abonnés. Enfin, versus quoi, Le Monde et le Figaro. Il y a un moment où, genre, c'est très bien, on est en train de faire des trucs très offensifs sur le digital et c'est très cool, mais. Oh, quoi, humilité, modestie. Vous savez, il y a combien de journalistes à Libération, qui est le plus petit des 3 gros médias papier? Il y en a 150. 150. Oh, bon. Ça va. Mais du coup, on sera 150 au crayon, on commencera à en discuter. Pour l'instant, bon. Vous quelqu'un qui arrive sur votre marché, donc un petit jeune par exemple qui se lance et tout, quelle approche vous allez avoir par rapport à lui, je veux dire, qui du coup se lance, qui du coup sait pas trop où aller, etc. Et c'est peut-être les conférences peut-être que tu fais. C'est quoi un peu ta vision du truc, toi? Moi, le but, c'est simplement de l'aider en prenant le moins de temps perso, en gros. De l'aider le plus en prenant le moins de temps perso. Parce qu'il n'a pas besoin de mon temps perso, la personne, pour réussir. Il a besoin que moi, je lui apporte des contacts, des conseils, des visions des trucs, des erreurs que l'on a faites et tout, tu vois. Et en fait, pourquoi? Parce que tu pourrais te dire, waouh, c'est vraiment trop sympa de faire ça. Oui, je le fais parce que j'aime bien ça, je le fais parce que, humainement, ça me fait kiffer d'aider les gens. Mais la réalité, elle est aussi que plus ces gens-là deviennent forts, plus en fait j'ai des potes qui sont forts, donc plus en fait en tant qu'écosystème global, au-delà même de ma boîte, on a un écosystème qui est puissant et qui peut faire des trucs cool. C'est aussi con que ça en fait, tu vois. Il y a un moment où genre, je comprends le côté lui il est gentil, il aide les gens, ou lui il est méchant, il aide les gens. D'accord, très bien. Mais il y a aussi le fait de lui il pense plus gros que lui-même, ou lui il pense que lui-même. Qui est quand même à la base pour moi le bon paradigme. Moi je vois beaucoup d'entrepreneurs qui aident énormément les gens. Leur point commun c'est cette vision que en fait t'as intérêt à ce que tous les gens autour de toi soient forts. T'as intérêt à aider les gens qui deviendront forts parce qu'en fait, c'est en faisant ça que t'auras des connivences, des projets communs, des joint ventures, voilà, tu vois, c'est comme ça que tu vas te marrer. Le jour où Esprit Entrepreneur, ça devient un méga média et que ça fait des énormes émissions sur l'entrepreneuriat et tout, bah moi je serais invité, peut-être potentiellement faire passer nos clients du surligneur et tout ce que tu veux, tu vois. Et donc quel intérêt j'ai à faire ça plutôt que de me dire ah ouais non, bon Esprit Entrepreneur, il faut leur truc, je m'en fous, il faut... Non, tu vois. Et en plus, c'est trop sympa, c'est pas comment dire ça, mais t'as un truc aussi de... Il y a des gens avec qui tu t'entends bien, t'as envie de les aider, tu vois. Et puis tu te vois, toi, faire un nombre de conneries incalculables plus jeune et tu te dis... qu'ils évitent de les faire, en fait, ces conneries-là, que ça sert à quelque chose, en fait, tu vois, les bêtises qu'on a faites, tu vois. Puis le côté, il y a aussi l'humain, à chaque fois qu'il évolue. Ce qu'on doit aujourd'hui, notre situation, que ce soit genre les bâtiments dans lesquels on est, ou juste le fait d'avoir un langage, en fait, tout ça, c'est hérité. T'as un côté où on vit sur une civilisation qui est héritée de ce que les ancêtres ont construit, et qui, eux, ont fait des erreurs, et qui ont réussi à apprendre de leurs erreurs, parce que c'est pas automatique d'apprendre de ces erreurs. Donc je pense que t'as aussi un côté où tu fais que
continuer le truc en fait. Et je pense que c'est ça qui a mené l'humanité à là où elle en est aujourd'hui, en bien comme en mal. Et il y a une phrase que je trouve exceptionnelle qui est « Si jamais dans une entreprise, une erreur n'est jamais commise 2 fois, la boîte est une rockstar en même pas 3 ans. Si tu ne fais qu'une seule fois la même erreur, ta boîte est une machine de guerre. » Et c'est pas le cas, hein. Au crayon, on a fait plusieurs fois les mêmes erreurs, enfin je vais pas vous faire la liste, mais c'est pour vous dire que si jamais tu es clinique là-dessus, mais t'es imbattable. Tu peux faire autant d'erreurs que tu veux, tant que tu le fais jamais 2 fois. Ouais, et il y avait un truc aussi que tu as dit, c'est concernant du coup l'écosystème. Parce qu'il y a des gens du coup qui pensent qu'en aidant quelqu'un, bah, du coup il va te manger des parts de ton gâteau, tu vois. Mais en fait, peut-être qu'ils comprennent pas, c'est le fait que du coup, si tu as quelqu'un et qui grossit, bah, en fait, il y aura peut-être plus un gâteau, mais 2 gâteaux. Tu vois, c'est peut-être le fait de dire, bah là, tu passes peut-être du coup d'un petit bassin à une piscine olympique, quoi. Bah, et mais du coup, tout le monde nage dedans, en fait. Il y a là vraiment de la place pour tout le monde. Et puis tout ça est extrêmement fluide. Un plus gros gâteau ou des parts d'un même gâteau, mais selon quels critères? Selon quoi? Le temps d'attention. Donc c'est-à-dire que du coup quoi, Esprit Entrepreneur et Le Crayon, ils sont en concurrence avec Fortnite et Netflix. Est-ce que c'est les médias sur les réseaux sociaux ou non, les médias tout court? Dans ce cas-là, on est en concurrence aussi avec Le Figaro, Le Monde, TF1. Est-ce que c'est les médias sur les réseaux sociaux? Dans ce cas-là, en compétition avec Brut, Combini, Hugo Décrypte, ce que tu veux. Est-ce que c'est les médias montés par les gens de notre génération? Donc déjà, tu supprimes les autres. Enfin, c'est quoi l'échelle? Tu sais, à la fin, tu vois, genre, c'est toujours la même chose. C'est comme le mec de Netflix qui disait, nous, notre plus grosse compétition, c'est Fortnite. C'est intéressant. Quand t'as Netflix, t'as Disney+, alors que quand t'as pas Netflix, t'as pas Disney+. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est plutôt, est-ce que tu regardes des films le soir ou pas? Ouais. C'est beaucoup plus ça la question que de savoir si jamais c'est l'un ou l'autre. C'est plutôt les deux, en fait. Enfin, moi, à titre perso, c'est les deux, tu vois. À présent, on va attaquer un petit peu la partie plus technique de cette interview, à savoir comment est-ce que tu fais pour organiser ta vie d'entrepreneur et plus particulièrement pour organiser des projets. C'est une bonne question, c'est jamais vraiment facile parce qu'en fait, c'est de la magie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, tu tentes des tours de magie et puis ça marche pas. Enfin, il y a vraiment un côté tu maximises tes probabilités de chance mais ça te garantit pas que ça marche. Parce que la verticale numéro 1, l'idée numéro 1, c'est que le marché dégomme tout. Le marché est plus puissant que tout. Un mauvais entrepreneur sur un très bon marché va mieux réussir qu'un excellent entrepreneur sur un marché moyen. Le marché est plus fort que tout. Et ça, c'est le premier truc à comprendre. Donc du coup, en fait, quand tu veux faire péter un projet du grand public, la question, c'est déjà, d'abord et avant tout, quel projet, en fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comment ce projet-là, je le fais péter auprès du grand public. C'est quel projet je construis pour qu'il pète auprès du grand public. Et justement, toi, avec ces projets qu'on pète auprès du grand public, l'audience ne te connaît peut-être pas. Est-ce que tu peux nous citer les 3 gros projets que tu as montés en parallèle du Crayon qui, je pense dans l'audience, tout le monde a au moins déjà entendu parler une fois? Il y a très simplement le Elise, qui était l'application pour la présidentielle. On a fait 3,6 millions de téléchargements. On a été top 1 App Store et Play Store pendant plusieurs semaines. Enfin, c'était complètement dingue. Devant une app, c'était anti-Covid. Anti-Covid, ouais. Et justement, Elise, c'était quoi le concept de l'application déjà? Je peux le rappeler? En gros, c'était un Tinder des mesures, c'est-à-dire qu'en fait, tu avais des mesures anonymisées. Des mesures politiques peut-être se replacer dans le contexte d'élection présidentielle. En gros, c'était des mesures des candidats pour la présidentielle qu'ils avaient annoncé dans leur programme, en discours ou sur leur site internet, qu'on avait répertorié, on en avait mis une quarantaine, non, on avait mis une quarantaine par candidat, et tu votais pour ou contre ces mesures sans savoir à quel candidat elles appartenaient. Et au bout d'un certain nombre de mesures, c'était 100, 150 pour avoir un score acceptable, tu avais un classement des candidats que tu préférais en fonction de ton nombre de pour et de contre leurs mesures. Et ça rebattait les cartes à 3 niveaux. Le premier, c'est parce que les petits candidats n'étaient plus désavantagés par rapport aux gros, parce que tu jugeais que ce programme. La deuxième, c'est que ça te permettait de te rendre compte qu'il y a des gens que tu aimais beaucoup et que pourtant tu n'avais pas les mêmes idées sur leur programme, ou des gens que tu n'aimais pas et pourtant tu avais des idées similaires. Où ça rebattait un peu les cartes. Et troisièmement, ça permettait de connaître réellement ce que proposaient les candidats à la présidentielle. Et ça paraît un peu important parce que c'est quand même un peu le but d'une présidentielle, quoi, tu vois. Donc c'était un carton, on a fait ça avec Grégoire, François et Gaspard, on s'est bien marré, c'était vraiment un super projet. Gaspard G, c'est ça? Gaspard G, le youtubeur, Grégoire Cascara des engagés et François de Sassoro. Et c'était vraiment très cool, on a adoré ce projet-là, c'était assez impressionnant parce qu'on s'est retrouvé projeté au milieu de la centrifugeuse politique. C'était assez fou, on s'est pris des tweets de Mélenchon dans la gueule, on s'est pris des coups de presse de Reconquête, enfin c'était complètement n'importe quoi. Et en vrai, on est ravis d'avoir fait ça parce que ça a été pour nous une forme d'utilisation de nos compétences entrepreneuriales au service du pays, tu vois.
Et on était fiers de ça. Et on était fiers de montrer que avec quelques centaines, quelques milliers d'euros et quelques jeunes bien motivés, tu pouvais réussir à dégommer une utilisation, enfin faire une petite révolution d'usage dans un truc qui est quand même pas anodin, quoi. Les programmes à présentiel, c'est pas anodin, c'est important comme truc, tu vois. Donc vraiment, on était très 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 content de ça, c'était très marrant. Et du coup, petite question par rapport à ça, parce que 3,6 millions de téléchargements, je suppose quand même que ça a dû rapporter un peu d'argent. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. On a vraiment fait, Alors, on a gagné alors, 0 €. Explique-nous le pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en gros, nous, moi notamment, j'ai milité pour qu'on ait un business model sur Elise. Sauf que pour des raisons de réputation, de confiance dans l'outil et de perception de ce qu'on faisait, le risque était trop grand selon mes associés qu'on fasse de l'argent. Et je respecte complètement la décision. Elle a été prise en discussion d'associés. Et pour le coup, moi, je suis parfaitement à l'aise avec ça. Un peu triste qu'on n'ait pas eu une petite récompense je sais pas de qui que ce soit, je sais pas de qui, tu vois, mais un petit cheer-up, tu vois, une petite award au bout de ce truc-là. Mais non, on n'a pas gagné d'argent là-dessus. Et puis en vrai, c'est pas la fin du monde. C'est frustrant parce qu'on avait quelque chose d'extraordinaire auprès du grand public. On aurait pu gagner beaucoup d'argent avec. Mais d'un autre côté, parfois, faut mettre l'argent de côté pour le pays, quoi, en fait, tout simplement. Surtout par rapport à ça, je suppose que tu as gagné t'as peut-être pas gagné d'argent, mais est-ce que tu as gagné autre chose? Oui, plein. J'ai gagné de la crédibilité sur ce que je faisais. J'ai vécu une aventure de dingue dont je me souviendrai toute ma vie. Je me suis fait mes associés, on était déjà amis, mais on est devenus maintenant peut-être amis pour la vie, je pense, tu vois, avec une histoire pareille. Et en plus, même d'un point de vue même business, beaucoup de contacts que j'ai pu récupérer de cette période-là de presse pour le surligneur, beaucoup de gens que j'ai rencontrés pour cet intervalle-là, beaucoup de gens qui m'ont contacté pour me rencontrer liés à ça. Non, en vrai, évidemment que c'est qu'une bonne opération, faut pas déconner. Et justement, t'en as d'autres, des projets. Il y a notamment 2 autres. On peut commencer peut-être par la Founders Night. Ouais, le Founders Night, c'est Martin qui m'appelle, qui m'envoie un message sur LinkedIn en me disant « Yo, je suis un peu ce que tu fais, c'est très cool, viens on s'appelle, j'ai envie de te parler d'un truc. » Donc on s'appelle et il me propose d'organiser une soirée d'entrepreneurs, vraiment à la cool, aucune prise de tête. Et donc je lui dis oui au bout de 30 secondes, j'avais très envie de faire ça parce que ça faisait pas mal de temps que je voulais réunir un peu les entrepreneurs qui me suivaient sur les réseaux, mais j'avais aucun endroit où le faire et ça me frustrait beaucoup parce que je recevais des messages de gens et puis j'étais arrivé à un stade où je répondais plus aux gens parce que j'avais pas de bande passante pour le faire, tu vois. Et donc ça me frustrait parce que je me dis si je fous tout le monde au même endroit, je répondrai à tout le monde en même temps et puis on va transmarrer en même temps et puis on va boire des bières au passage et ça va être cool. Donc, du coup on lance la Founders Night. Au début on est juste 250 dans une salle d'escalade, puis on est 500 dans une espèce de bar / chapelle de fortune pour le 2e épisode, puis on est 850 à la Cigale et là on a putain de merde en train de faire un truc incroyable. Puis après on s'est implanté à Lyon, on s'est implanté à Bordeaux, on arrive peut-être plus bientôt près de chez vous, on a fait des Founders à Paris, donc on est encore en train de se développer. Et ça a été vraiment, c'est un projet extraordinaire, il y a une énergie de dingue, tu vois. Une énergie de dingue, ça, Founders Night. Donc Founders Night, et puis le 3e, c'est Clubs. Exactement, Clubs qui est au tout début, donc c'est le nouveau petit truc, mais on le fait sans aucune prétention. On avait besoin d'un outil en interne du Crayon, en interne de la Founders Night et mes associés en interne de leur propre projet. Donc on développe l'outil pour. Et en gros, le principe de Club, c'est de se dire qu'aujourd'hui, sur la question des groupes, la question des communautés, mais des communautés réelles, pas des communautés d'influenceurs, des communautés de pair à pair, des gens qui se parlent entre eux, comme la Founders Night ou comme le bal des pirates ou ce genre de choses. En fait, tu te rends compte qu'il y a un énorme problème parce que Discord, ça ne parle pas auprès du grand public. Et ça ne parle d'ailleurs pas du tout à un public féminin. Slack, c'est pro. Et c'est juste pro. Et je n'ai jamais vu quelqu'un de normal utiliser Slack pour autre chose que du pro. Et le dernier, c'est le groupe Facebook. Et le groupe Facebook, c'est sur une application Frankenstein qui ressemble plus à grand chose et qui est pas fait pour les groupes. Le groupe est pas trop mal fait dessus, mais... Pareil sur WhatsApp. Et voilà. Et le dernier qui existe, c'est WhatsApp. Et WhatsApp, c'est justement la définition de ce qu'on voulait combattre. S'il y a des conversations à plus de 20 personnes où tu reçois 100 messages par jour, tu comprends rien, c'est insupportable. Je le dis. T'as une perte d'infos en fait. C'est insupportable, t'as une perte d'infos, une perte d'engagement, c'est moins marrant, il y a moins de blagues, il y a moins de cohésion de groupe, il y a moins de rencontres, il se passe moins de choses. Et donc du coup, on a créé Clubs. Clubs, c'est une application de gestion de communauté, c'est une application communautaire qui a pour but on crée un groupe, par exemple pour la Founders Night, Martin, Marley et moi, on crée un club de la Founders Night. Il y a un feed, comme sur un réseau social comme LinkedIn par exemple, ou comme Instagram, où tu as les publications qui sont faites par ceux qui ont le droit de publier. Ça peut être tout le monde, comme ça peut être que quelques personnes, ça c'est aux gens qui ont monté le club de choisir. Tu as un canal de discussion où tu peux discuter en groupe ou, et c'est très important pour nous, seul à seul avec quelqu'un.
C'est-à-dire que toi et moi, dans le groupe de la Founders Night, on peut discuter seul à seul. Clément et toi, vous pouvez discuter seul à seul sur le groupe de la Founders Night, sans que moi je le voie le message. Avec les événements, histoire de pouvoir avoir les dates de la Founders Night, ou les dates de Founders Night, tout ce que tu veux. Les membres, histoire de pouvoir se retrouver entre personnes de la Founders Night pour communiquer, et ton propre profil, évidemment, modifiable en fonction des clubs, évidemment. Parce que tu as un club pro où tu es en mode « je suis Valorant Mouléberto, fondateur du Crayon, et écoutez-moi quand je parle, je suis en costard-cravate et tout ». Et tu as le Valorant dans un club de potes en mode genre « ouais, Valouche, en soirée, tout ce que tu veux », tu vois. Et parce qu'en fait, c'est ça qu'on est. C'est ça qu'on est. Et on peut faire genre, on est très sérieux auprès de tout le monde, ou très fun auprès de tout le monde, on est tout, on est les deux, tu vois. Et donc c'est ça un peu le but. C'est vraiment de faire vivre les communautés. Nous, on croit beaucoup en ça. Je crois que moi, je crois que les communautés, c'est une des manières de vivre le plus heureux au XXIe siècle, tu vois, c'est de vivre en communauté. Et communauté, globalement, tu as 3 échelles. Tu as l'échelle on va dire de 3 à 5 personnes, c'est vraiment le clan, le mini-groupe, tu vois. Tu es à l'échelle du groupe, tu vois, justement, là tu es plutôt 15, 20, 30, et tu as l'échelle de la communauté, que là tu es plutôt entre 500 et plutôt entre 200 et 2000, entre 200 et 10 000, tu vois. Et voilà, et c'est ça que nous on vise ces 3 trucs-là. Donc le clan, le groupe et la communauté. Et puis pouvoir faire du business entre les communautés, enfin du business. En plus, monétiser les communautés, mais non, mais ça après tu peux partir dans tous les sens, c'est génial. Mais c'est surtout, moi ce que je voulais dire, c'est surtout pouvoir interagir entre les communautés. Parce qu'un gros souci par exemple, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui utilisent WhatsApp et des groupes WhatsApp pour même 3 à 4 personnes, juste pour organiser des trucs à droite à gauche d'événements. Le jour où... On en est le premier acteur. Hein. Tu vois, nous, nous ce qu'on a fait sur notre fil WhatsApp, pour différencier les conves privés des conves qui sont pour notre business, c'est qu'on a foutu sur les groupes WhatsApp qui concernent ça, à chaque fois le logo d'Esprit Entrepreneur. Du coup, quand j'ouvre WhatsApp, j'ai 20 fois le logo d'Esprit Entrepreneur qui apparaît. Et quand je dis 20 fois, c'est vrai. Hein. C'est un très beau logo, comme le logo du crayon, je suis d'accord. Mais c'est chiant parce que pourquoi WhatsApp utiliser que pour ça et pourquoi il n'existe pas autre chose qui permet de tout simplifier quoi. Aujourd'hui, tu as un côté où moi je suis très curieux de voir ce que ça va donner parce que le projet va sortir d'ici quelques jours au moment où on fait le tournage. Au moment où la vidéo sera sortie, je pense que ce sera sorti. Ce sera en bêta public. En fait, pour que les gens comprennent bien, on va vraiment lancer une bêta publique. C'est-à-dire qu'on n'est pas officiellement lancé. On juste donne accès au public de ça et on va essayer de prendre le maximum de feedback pour construire une application sur mesure des gens. Mais après, nous, vraiment, je le dis, j'insiste, autant avec Élise, et c'était le cas, on avait des ambitions. Non, mais d'ailleurs, c'est vrai, non, en fait, même pas tant que ça, parce que, non, avec le crayon, pour le coup, dès le début du crayon, on s'est dit, on va créer un gros média et on veut créer un gros média. Que ce soit Élise, la Founders Night ou Clubs, à chaque fois, c'est, on monte ça pour nous. Et je pense que, on parlait de comment faire péter des projets auprès du grand public, je pense que le premier truc à faire, c'est ne pas chercher à faire compliqué, ne pas chercher à faire parfait, ne pas chercher à faire exceptionnel. Chercher à faire un truc qui fonctionne pour toi. Après, si jamais ça fonctionne pour toi, c'est de voir si ça fonctionne sur ton voisin, sur ton pote. Et puis après, c'est de voir si ça fonctionne sur son pote. Et après, tu crées le domino et tu prends après derrière le retour d'expérience, le feedback pour savoir comment réussir à améliorer tout ça. Mais c'est vraiment important de le comprendre que beaucoup de gens lancent des projets grand public en se disant je vais passer 2 ans à bosser sur un truc qui va tout révolutionner. Sauf qu'en fait, pendant que le mec bossait pendant 2 ans sans jamais rien tester auprès de son marché, en fait, il y a 10 acteurs qui sont positionnés là où ils voulaient se positionner, le mec est mort. Ouais, ou alors le gars est totalement juste out parce que de toute façon, personne ne veut de son produit, etc. En plus. Mais par contre, moi, ce que je comprends vraiment, c'est que le crayon et du coup, après, le surligneur, le pinceau, etc., sont du coup vraiment des outils aussi qui vous permettent de, après, dire ah bah en fait, si demain j'ai envie par exemple de créer un truc parce que j'ai un besoin autre qui n'a rien à voir, genre Clubs, en fait, je peux le faire. Oui, alors oui et non. Oui, c'est sûr que c'est un levier extraordinaire. C'est sûr que ça aide énormément et que ça crédibilise, ça permet d'embarquer des gens et tout. Mais je pense que c'est plutôt le sens inverse. C'est parce qu'on fait le crayon qu'on a des problèmes que du coup, les projets annexes nous donnent envie de résoudre. On sent que sur la présidentielle, on va pas réussir à faire un truc qualitatif d'un point de vue de contenu parce qu'on n'arrivera pas à recevoir tous les candidats. Donc ça nous frustre et donc du coup, on a envie de faire un truc cool et donc du coup, boum, on va aller sur l'axe des programmes, on fait Élise. Après, Founders Night. On se rend compte que par notre écosystème du crayon, si on fait des soirées au nom du crayon, bah en fait, il y aura beaucoup de gens qui ne sont pas du tout des entrepreneurs. Et pourtant, là, ce qu'on a vraiment envie de réunir, c'est les entrepreneurs. Donc, boum, Founders Night. On a un problème pour réunir les communautés. Là, et c'est pas le crayon qui va le monter, hein, c'est un autre truc. Donc, du coup, Clubs. Mais ça, c'est le premier truc. C'est d'abord, en fait, le crayon nous donne des problèmes à résoudre et on les résout avec ces outils-là. Et la deuxième chose, c'est que nous, on fonctionne aujourd'hui toujours en externe. Ça a toujours été des projets externes au crayon, porté par un des fondateurs du crayon. La réalité, c'est que moi, mon but, justement, en basculant en tant que groupe média, c'est que ça devienne toujours interne au crayon, à terme. Et que ce soit des projets où on n'a pas forcément 100% départ.
Pas ça le sujet, mais ce sont des projets qui soient gérés à l'échelle du crayon, pour qu'il y ait toute la compétence et la puissance de frappe qui viennent de là. Là où aujourd'hui la puissance de frappe, elle vient de l'ombre que projette le crayon sur les gens, mais elle vient pas du crayon en tant que qualité et compétence opérationnelle qu'on a développée, tu vois. Et ça va être ça le but à terme, tu vois. Et en fait, c'est aussi un retour d'expérience sur quel process tu as mis en place, quelles erreurs tu as faites que tu peux retranscrire sur les autres projets, ce qui fait que forcément tu vas plus vite au démarrage. Exactement, mais ça c'est sûr. Et puis sur le fait de réussir un projet B2C, de toute façon, c'est très très simple. C'est quels sont les besoins du marché. En vrai, quel est le marché? Où est-ce que le marché est en train d'aller? Et ça, pour moi, il n'y a pas de recette magique. Il faut voir beaucoup de choses dans beaucoup d'industries. C'est parce que tu vois ce qui se passe en sciences, que tu vois ce qui se passe dans l'art, que tu vois ce qui se passe dans la politique, que tu vois ce qui se passe dans l'entrepreneuriat, que tu es capable de connecter une donnée commune qui te donne raison sur un projet qui touche tout le monde. Tu vois? Ça, par exemple, c'est vraiment une première clé pour réussir à faire un B2C qui fonctionne. La deuxième chose, c'est de ne pas forcément chercher à faire une innovation de rupture, mais chercher à faire une innovation d'usage. C'est utiliser ce qui existe déjà et l'agencer de meilleure manière. Tu prends Tinder, tu prends les programmes, tu fais Elise. Voilà, exactement. Ouais. Par exemple. En fait, c'est con, mais c'est très très simple, tu vois. Tu prends les séances de pitch d'entrepreneurs que tu trouves dans les incubateurs, tu prends des bières et une ambiance cool, tu fais la Founders Night, tu vois. Tu prends le mieux du groupe Facebook, tu prends le mieux de Discord, tu prends le mieux de WhatsApp, boum, tu prends Clubs. Et en fait, ce que tu vas chercher à aller toucher avec ça, c'est une révolution d'usage, en fait. C'est-à-dire que c'est la manière dont les gens vont s'approprier un outil, c'est pas l'existence même de l'outil. Je veux dire, quand tu regardes ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, Clubs, d'un point de vue technique, c'est pas l'apothéose de l'humanité. En revanche, c'est exactement ce dont on a envie. Et c'est ça le B2C. Le B2C, c'est pas du flex technique. C'est pas du tout de la frimerie de compétences. Regardez comme on est fort. Non, c'est de la compréhension fondamentale de la psychologie humaine. Et nous, la compréhension fondamentale qu'on a eue sur Clubs, c'est que dans une communauté, elle n'existe en tant que communauté que si tu as un rapport de pair à pair. Si tu n'as pas de rapport de pair à pair, tu n'as pas de communauté. Tu as une audience. Et c'est d'ailleurs pour ça que le crayon, par rapport à d'autres médias, a une communauté. Parce que les gens entre eux débattent et interagissent sans même que nous on soit là. Ouais, ils ne sont pas juste là à regarder. Exactement. Et même parfois débattent entre eux, entre gens réguliers. C'est-à-dire qu'ils se connaissent, ils savent que l'un pense l'un et l'un pense l'autre et ça débat entre eux. Alors, moi, j'aimerais vraiment que tu nous expliques un peu comment tu arrives vraiment à gérer aujourd'hui ton organisation. Parce que déjà que tu es quelqu'un, on va dire, que tout le monde sent assez speed, comment en plus de ça, vraiment, tu fais pour vraiment gérer ton organisation? Est-ce que tu as quelqu'un qui gère tes plannings et tout? Non mais je rêverais d'avoir un assistant ou une assistante pour m'aider à gérer mon organisation. C'est mon pire défaut aujourd'hui, c'est super difficile et tout. Parce que je suis quelqu'un de très... j'ai énormément d'énergie, je peux être laser focus. En revanche, j'ai du mal à organiser quelle plage horaire je fais quoi. Surtout que comme en plus je suis le CEO de la boîte, globalement il y a énormément de choses où genre ça met un problème, c'est à moi d'intervenir pour tout un tas de raisons. Et encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est 15, donc on n'est pas beaucoup, hein, tu vois, en vrai. 15 ça fait très flex quand tu me dis dans le grand public, mais en fait ça fait pas beaucoup de monde, tu vois. Ça fait rapidement, c'est à moi de gérer un problème. Et ça me va très bien hein, pour l'instant. Et donc du coup, pour le coup, moi j'ai un gros problème d'organisation. J'en ai eu un parce qu'aujourd'hui j'en ai beaucoup moins. J'en ai beaucoup moins pour 3 raisons et c'est des conseils que je peux donner aux gens. La première, c'est tout ce que tu peux déléguer, délègue. Peu importe comment ça te coûte, tout ce que tu peux déléguer, délègue. Parce que ça te permet toi d'aller chercher l'étape d'après. La deuxième chose, c'est The One Thing. Je sais plus si c'est un bouquin ou un truc comme ça, tu vois, mais c'est mon ami Benoît Dubos qui en parle beaucoup. C'est si jamais tous les jours tu fais une tâche très importante et que tu la fais bien, globalement, tu peux avoir déconné sur le reste, ta boîte elle est quand même en train d'avancer, tu vois. Et le dernier truc par rapport à ça, c'est réussir à créer des process et des systèmes qui te font gagner. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai des process sur ma création de contenu où en fait je vais publier tant par semaine ou par mois quoi qu'il arrive. Donc ça me fait gagner parce que je peux publier des trucs bien, des trucs de merde, enfin je peux publier de tout type parce que parfois je fais des trucs pas ouf. Et ben en fait, je m'en fous, je publie quand même. Et le système fonctionne pour moi. Et ça, c'est pareil en interne du crayon. C'est pareil en interne dans les process des clients, dans les process d'acquisition commerciale, dans les process de branding, tu vois. C'est vraiment ça le but. En gros, par rapport à ça, justement, ce que tu délègues au départ, c'est un petit peu l'opérationnel. Tu exécutes, a priori, tu n'as pas de valeur ajoutée à exécuter. Ouais. Quelqu'un d'autre peut le faire. Et après, pour les trucs où ça demande un petit peu plus de réfléchir, comme toi, tu réfléchis, tu fais comment? Non, pour le coup, en vrai... moi, réfléchir aujourd'hui, j'ai pas énormément de problèmes de délégation parce que je vais assez vite et que c'est des trucs
où je peux réussir à avoir par exemple des idées créatives pour des campagnes clients, je peux les avoir en 1 heure alors que je sais que ça peut prendre une journée à quelqu'un, tu vois. Juste parce que j'ai vu tellement de trucs et je suis tellement un énorme geek en fait de ces trucs-là que en fait j'ai une idée d'une campagne thaïlandaise, j'ai une idée d'une campagne américaine, enfin j'ai vu tellement de trucs différents que en fait j'essaie de connecter les données pour trouver des trucs cool, tu vois. Donc ça à la limite, là ça prend pas beaucoup plus de temps. C'est juste que sur l'opérationnel, c'est difficile parce qu'en fait chacun va même à process exactement similaire, les gens vont chacun le faire à sa manière. Et donc en fait parfois il faut réussir à traquer ça et ajuster ça parce que ton degré d'information sur comment il faut le faire pour que ce soit parfait et la manière dont la personne qui va l'opérer va l'interpréter, il va y avoir un gap entre les deux. Et réussir à réduire ce gap le plus possible, ça prend beaucoup de temps et c'est très difficile. Parce que c'est vraiment de la transmission et de la pédagogie pure. Et c'est très difficile ça pour le coup. Et du coup par rapport à ça, la question que je vais te poser qui est naturelle, c'est est-ce que du coup un jour tu penses finalement déléguer ce que j'appelle moi le management et la réflexion pour toi te concentrer uniquement sur la vision? La réflexion, pas tout de suite, vraiment pas tout de suite. Le management, ouais, déjà le management, je suis déjà en train de le déléguer. Ok. Mais ça, parce que je veux voir l'équipe et je veux l'avoir en direct, discuter avec eux en direct. En revanche, je veux pas être l'inspecteur des travaux finis par rapport à l'équipe, tu vois. Ok. Donc c'est qui s'en occupe aujourd'hui? C'est Manon qui s'en occupe sur les agences et c'est Mathilde qui s'en occupe sur les médias. Et du coup, il n'y a pas un jour où, enfin pour l'instant, c'est pas ta vision de dire oh, je les regarde. Enfin, genre, je suis dans le truc, mais je suis plus dans le truc, tu vois. Ça dépend ce que tu appelles réflexion. Si réflexion, c'est. Ça, j'appelle plutôt, enfin, c'est plutôt vision, tu vois. Oui, non, mais vision, pour le coup, pour moi, ça doit toujours être. Ça doit toujours être la personne qui est le plus ancien dans la boîte ou qui a vu le plus de trucs dans la boîte. Et ça, mais c'est plus les fondateurs parce qu'ils sont partis faire autre chose, ça serait l'employé le plus ancien et tout. Parce que la vision, il y a quelque chose vraiment d'extrêmement identitaire, selon moi, dedans. C'est qu'il y a une question de quel problème fondamental tu résous. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui arriverait au crayon, il pourrait voir le crayon comme, on va dire, je sais pas, la possibilité d'un groupe digital axé sur le média, d'une média-led compagnie, tu vois. Ouais. Mais sauf qu'une média-led compagnie, c'est un truc qui nous est venu récemment. Nous, la fondamentale du crayon, c'est se positionner en tant qu'acteur grand public et connu qui tente d'aider à résoudre les grands problèmes de société. Donc en fait, c'est presque beaucoup plus proche qu'une forme de centrifugeuse à projet, de propulsion de projet. Enfin, c'est plein de choses qui en fait ne sont pas dans la logique de la média-led compagnie directement. Donc en fait, à talent égal, peut-être qu'il n'y aurait pas vision égale auprès des gens en fonction de l'ancienneté qu'ils ont dans la boîte aussi, tu vois. Ok. Et il y a aussi un truc, c'est que vous êtes 4 fondateurs. Ouais. Et du coup, les fondateurs entre eux, comment vous répartissez les rôles au niveau de la vision? On est en train d'évoluer. Avant, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais en gros, tu as Sexine qui est la patronne du surligneur, Jules qui est le patron du pinceau et Anto qui est le patron du crayon en tant que média. Tu vois. Et moi, je manage un peu tout ça, je m'occupe en fait du demain, pour la résumer de manière très courte. Mais en fait, on est légèrement en train de réaxer ça pour vraiment devenir pleinement une média-led compagnie, donc une entreprise dont le média dirige une grande partie des activités en tant que positionnement, traction, philosophie de boîte, stratégie d'acquisition. Et en fait, nous, c'est ça notre vision là en ce moment. Et la manière de réussir à faire ça, c'est de faire en sorte que Sexine et Jules prennent aussi un peu de hauteur sur les opérations, restent à la tête des agences, mais prennent de la hauteur beaucoup sur les opérations pour se concentrer sur le contenu et donc du coup le côté média-led compagnie, le commercial et la R&D en fait. Le contenu pour on ait une notoriété tellement énorme qu'en fait à chaque fois on pense à nous quand on a besoin d'un de nos services. Le commercial parce qu'il faut quand même closer les deals et tout ce qui est avec. Et la R&D pour vraiment que chaque jour et chaque semaine on ait un service, un produit ou un contenu d'encore meilleure qualité, encore plus pertinent, encore plus performant, tu vois. Qu'on soit vraiment des obsédés de la compétence exacte, tu vois, d'être exceptionnel pour ce qu'on fait pour nos clients, pour nos auditeurs et tout ce que tu veux, tu vois. Question bateau, mais que j'aime bien. Laurent, tu te vois où dans 10 ans? J'espère toujours au crayon, en vrai. Ça serait cool, ça serait une belle histoire. Après, je me ferme aucune porte parce que la vie est tellement compliquée, bordélique, il peut tout arriver. Mais en vrai, idéalement, toujours au crayon, avec une boîte qui soit vraiment sur beaucoup d'activités, mais notamment en fait, qui soit vraiment une média-led compagnie. C'est vraiment où en fait, on est extrêmement puissant médiatiquement et parce qu'on l'est, on est capable de réussir à résoudre des problèmes de société. Ça, moi, c'est vraiment un truc qui me botterait. Donc toi, c'est plus l'esprit, parce que justement, dans ton interview avec Alec Henry, je crois, tu parlais de l'individualisme versus être communautaire. Ouais. Et qu'en fait, paradoxalement, être communautaire, c'est le meilleur moyen
de te pousser en tant qu'individu. Ouais. Tu vois. Et c'est marrant de voir ça parce que du coup, en fait, dans ta vision, bah, à la fin, c'est communautaire, quoi. Bah oui, mais c'est le but. Ah mais oui. c'est quoi le but? Moi, je T'es pas du tout individualiste. Non, mais en fait, je suis à mon service, mais je pense que c'est en étant au service des autres que je m'aide le plus. C'est en fait, c'est égoïste altruiste, en fait, tu vois, c'est comme truc. Ça, c'est exactement pareil. Ça, je sais pas si ça sera regardé, mais à l'époque, quand j'étais en cours, moi, j'adorais faire des vidéos la veille des partiels pour aider mes potes de prépa à réussir les partiels, tu vois. Et du coup, tout le monde était là en mode. Et en fait, c'est un peu comme ça. Il m'a fait réussir du coup les examens, tu vois. Merci. Et J'étais nul en informatique, je me fous la merde. Et t'as un côté où, enfin, en prépa, normalement, c'est plus à compète, tu vois. T'es pas censé aider tes potes. Mais moi, j'étais le mec qui aidait mes potes et tout le monde était en mode, ouais, trop sympa, machin. Mais en fait, c'était purement égoïste parce que quand je faisais ce travail-là, bah, t'avais quand même un côté où, bah, moi, ça m'aidait énormément. Et de l'autre côté, c'était altruiste parce que moi, ça me faisait trop kiffer d'aider les gens, en fait. Tout le monde décolle avec tes potes après derrière. Bah ouais, c'est ça. Et puis, pareil, bon, par contre, il y a une fois où un examen, je m'étais planté dans une démonstration, du coup, tout le monde avait eu 2, mais. C'est énorme, c'est le mec c'est vraiment le mec qui a le prof. S'il se trompe, tout le monde se trompe. Ça. De ce que dit le prof, et les gars, écoutez Clément, parce que franchement, les gars, ils vont vous faire gagner un temps de vous. Est-ce que tu auras un petit défi, un truc comme ça, à proposer à notre audience pour que du coup, ils puissent, par exemple, je sais pas, alors c'est soit commencer à se lancer, soit juste déjà commencer à avoir une vision. Qui me ferait vraiment beaucoup marrer, c'est s'il y a une personne de l'audience qui crée un club, donc sur l'application Clubs, de mèmes d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de mèmes sur beaucoup de trucs, il y en a très peu sur les entrepreneurs, alors qu'il y a beaucoup de blagues et il y a beaucoup de détournements à faire de ça, y compris de moi le premier, tu vois. Et que pour le coup, ça me ferait marrer parce que j'aimerais bien qu'on fasse rentrer un peu les mèmes dans l'écosystème entrepreneurial français. Corporate. Ouais. Exactement, un club, que les mecs créent un club sur Clubs de mèmes entrepreneurial où on peut tous poster des trucs et on peut se foutre de la gueule de vous, de moi, de Anthony Bourbon, de Oussama, de Alec Henry, de Gaspard G, tout ce que tu veux. Moi, ça me ferait trop marrer, tu vois. Parce qu'il y a quand même, moi le premier, hein, mais une tendance au boulard dans l'entrepreneuriat, beaucoup en France, une tendance au comment ça, moi tu me respectes, moi j'ai fait tant cette année, tout ce que tu veux, que réussir à se foutre un peu de la gueule de tout le monde, histoire que on pète tous un bon coup et on se marre bien, ça serait très kiffant. Et puis si vous le faites sur Clubs, c'est encore plus magnifique parce que du coup, comme ça en plus ça aide le projet. Le premier qui fait un truc comme ça, vous le mettez en commentaire et on réalise un short qu'on publie en duo sur Esprit Entrepreneur et sur la chaîne de Valorant. Excellente idée. Voilà. Puis on mettra un mème des deux loustiques. Un gros mème, incroyable. Bah, écoute, en tout cas, merci Valorant pour cette interview aujourd'hui, c'était juste un vrai plaisir. Plaisir partagé. Grosse force à toi en tout cas pour les nouveaux projets et de toute façon on se voit nous tout le temps. Merci beaucoup et puis bravo à vous aussi, hein. C'est vraiment très cool. Moi je mate beaucoup ce que vous faites et puis vous donnez la parole à beaucoup de types d'entrepreneurs différents et ça c'est ultra précieux je trouve, de ne pas rester fixé sur un seul type. Et même tu vois au niveau, tu vois, on divague un peu mais genre on aime bien aussi donner la parole à des gens qui sont pas seulement entrepreneurs dans le sens classique du terme. Et par exemple on cherche de temps en temps des gens qui sont plus en mode investisseurs. Et en fait en soi c'est une forme d'entrepreneuriat que de faire d'investir un métier tu vois. Je suis complètement d'accord. Et du coup on essaye vraiment de diversifier tout ça. Je pense qu'un entrepreneur à la fin c'est quoi leur point d'intérêt, bah, nous deux Alex et moi on sait à peu près qu'est-ce qui nous intéresse. Du coup on prend vraiment toute la typologie de personnes et de temps en temps on peut avoir un mec qui par exemple va faire moins de vues mais en attendant il a ouvert son MacBook, il a montré les chiffres de sa boîte et comment j'ai piloté son entreprise de manière parfaite tu vois. Et bien merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou encore à aller voir la chaîne de Valorant et du Crayon Média. Voilà, en tout cas on vous remercie et on vous souhaite une bonne journée sur Esprit Entrepreneur.